Coucou. Green Knight est un film qui était prévu pour sortir depuis un petit bout de temps, qui a évidemment eu quelques soucis à cause du Covid. Je crois qu'il devait sortir en début 2020, ou dans ce genre-là, et qu'il a été repoussé plus tard, en tout cas aux États-Unis, à cause du coup du confinement, du Covid et tout le bordel. Et ce premier décalage a eu lieu alors que le film était déjà pas tout à fait sûr de sortir en France. Parce qu'on n'avait aucune communication par rapport à une sortie en France, il n'y avait pas de date annoncée, il n'y avait pas de distributeur annoncé, etc., etc. Petit à petit, le Covid a fait son chemin, le confinement a fait son chemin, on a commencé à réouvrir des salles, et du coup on s'est tous dit, bon, maintenant qu'on réouvre les salles, alors ça va y avoir un gros bouchon parce qu'il y a eu pas mal de films qui n'ont pas pu sortir pendant quelques temps, mais on va peut-être avoir une chance, du coup, maintenant, d'avoir à nouveau, d'avoir quelque chose, un avenir pour The Green Knight en France. Et toujours rien n'était annoncé. On a fini par annoncer au bout d'un moment que The Green Knight, finalement, allait sortir à l'international, principalement en VOD. Il y a quelques pays qui ont fait des diffusions en salle, notamment la Belgique, qui a eu la chance d'avoir The Green Knight en salle. Mais pour la quasi-totalité du reste du monde, le film est sorti sur Amazon Prime, qui a racheté les droits, du coup, à l'international. Le film est sorti le 24 septembre, partout, sauf en France. Sans explication, sans nous dire pourquoi, sans peut-être qu'on est en conflit avec quelqu'un d'autre pour avoir les droits en France, ou parce qu'il y a un truc... Pas d'explication, juste ça sort partout, sauf en France. À l'époque, on n'était même pas sûr qu'on finirait par l'avoir, finalement, il vient de sortir là, ce 3 janvier 2022, sur Amazon Prime, en France, du coup. Donc c'est ça qui est ouf, c'est que c'est même pas pour aller avec un autre distributeur, c'est le même distributeur que partout d'ailleurs, mais tu sais pas pourquoi, pour la France, ça a été plus laborieux que pour le reste. Qu'en est-il donc de ce The Green Knight réalisé par David Lowery, qui a réalisé notamment Ghost Story, qui est très populaire pour beaucoup de gens, mais que j'ai toujours pas vu, il va falloir que je le rattrape, et qui contient Dev Patel dans le rôle principal, celui de Sir Gawain, l'un des chevaliers de la Table Ronde, un des chevaliers d'Arthur, Merlin, qui, en début de film, rencontre le Chevalier Vert, qui débarque dans la salle du trône pendant un banquet, qui décide de proposer un jeu au roi. Il dit « Demandez à l'un de vos soldats quelconque d'essayer de me frapper ». Évidemment, c'est un mec mastoc qui fait 2 mètres avec une hache gigantesque, etc. Donc tu te dis, ah oui, ça va être compliqué de te mettre un coup d'épée. Donc qu'il essaye de me frapper, et s'il y arrive, d'ici 1 an, on se retrouvera et je lui rendrai le coup qu'il m'aura donné. Et Gawain se propose, se présente devant le Chevalier Vert, et essaye, grâce à ça, de gagner ses premières lettres de noblesse à la cour du roi, puisque pour l'instant, il n'a rien fait. C'est le fils de la sœur d'Arthur. Pour l'instant, il n'a aucun fait d'armes, il n'a participé à aucune guerre, aucun conflit, rien du tout. Donc il n'a pas grand chose à raconter pour développer sa légende et son statut de chevalier, et sa noblesse notamment de chevalier. Gawain donc se décide, sauf que, arrivé face au Chevalier Vert, le Chevalier Vert pose sa hache, se met à genoux, et propose son coup, se laisse totalement ouvert au coup de Gawain. Et ce crétin... c'est quand même la base de l'histoire, c'est quand même qu'il est un petit peu con, qu'il ait clairement pas compris le truc. Ce crétin arrive, prend son épée, et slack, il te décapite le Chevalier Vert, en se disant, de toute façon, j'ai gagné, dans 1 an, il me rendra pas mon coup. Le Chevalier Vert se relève, prend sa tête, et fait, ah, dans 1 an, et il se casse. Et ensuite, ça va être le voyage de Gawain, qui avance vers son destin, et... comment est-ce que tout ça va se passer? Comment est-ce que les rencontres qui vont se passer durant son chemin vont influer sur son parcours, sur sa moralité, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est vachement mis en avant dans le film. Et est-ce qu'il arrivera à être assez noble pour devenir un chevalier? Est-ce que même il a la possibilité de devenir un chevalier étant donné les règles du jeu? Ça va être toute la question du film. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des critiques quand le film est sorti, notamment il est pu donc sortir en Belgique, peut-être je crois, peut-être au Québec, au Canada, Québec, il est peut-être sorti quelques jours, mais je suis pas sûr du tout. Mais la plupart des gens qui m'ont fait des commentaires, souvent sont revenus avec des commentaires un petit peu mi-figue, mi-raisin, assez déçus, notamment à cause du rythme de l'histoire, beaucoup ont trouvé qu'il était trop lent. Je dois vous avouer que, même avec la bande-annonce qu'on avait eue, en voyant le style d'images qui sont faites et en sachant que c'est un film à 24, je m'attendais un petit peu à ce rythme-là et à ce genre d'ambiance. Donc moi, ça m'a pas du tout surpris de tomber sur un truc comme ça, et au contraire, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu. J'ai bien aimé le côté assez lent du rythme du montage. Ça donne un côté un peu réaliste et terre-à-terre. On est plus avec le personnage, on est du coup aussi plus... on a des plans qui durent plus longtemps, on est plus inclus dans les décors, on est plus projeté dans la nature qui généralement n'avance pas très vite, les arbres poussent lentement, à moins que tu aies une tempête ou un vent qui soit très très fort, il y a peu d'activité dans la campagne. Ça te permet d'avoir ce sentiment de naturel qui commence à s'installer de plus en plus à mesure que le film avance. Même si c'est aussi assez tranquille au début quand tu es dans la ville, mais tu as quand même beaucoup plus d'événements qui viennent arriver, tu sens qu'il y a une distinction entre
l'activité qu'il peut y avoir dans les environnements habités avec des humains et l'extérieur avec ces grands paysages généralement assez vides, ces grandes forêts où il y a peut-être, tu trouves peut-être une personne et un renard dans un coin, mais c'est tout. Ça travaille aussi une certaine mélancolie qui est parfois aussi un peu insidieuse et poisseuse. Il y a ce moment où il se fait piéger quelque part, il est ligoté en bas d'un arbre, et la caméra va faire un long panoramique à 360 degrés pour arriver à la fin du panoramique à nouveau sur lui, mais en tant que cadavre. Et ensuite, la caméra fait exactement le même mouvement, mais à l'inverse, pour revenir du coup là où il en est à ce moment-là, et qu'on comprenne donc que c'était juste une illustration de c'est le danger qui t'attend, c'est le danger qui te guette, si tu abandonnes là, c'est fini, t'inquiète, t'auras aucun moyen d'y arriver, quoi. Et donc il y a une confrontation à sa propre, au danger qu'il guette et à sa mort pour le personnage, qui est vachement mieux retranscrit par ce côté très posé, ce plan de caméra qui prend bien son temps pour faire son aller-retour, etc., que si on avait eu plusieurs cuts qui auraient été beaucoup plus rythmés, mais qui auraient aussi plus saccadé le rythme et nous auraient peut-être un peu plus sorti de l'environnement et de tout ce qu'il y a. Tu refais ressentir aussi cette mélancolie avec certains effets de montage, par exemple, au lieu de faire un cut, encore une fois, très brusque, il y a un moment où Arthur parle de ses différents soldats, et au lieu de faire un cut sur chaque soldat, qui aurait été beaucoup plus brusque, Laurie décide de faire une transition en fondu. Et donc, t'as quelque chose de beaucoup plus doux, et qui fait beaucoup moins marquer la transition et le changement de plan. Et donc, ça maintient du coup cet aspect un peu flottant, un peu mélancolique du récit et du montage en général. Donc on a cette mélancolie, on a aussi une certaine magie aussi qui est travaillée par cette lenteur, par ce rythme de montage et par cette façon de nous faire apprécier les différents environnements et le décor. Toute la séquence notamment sur les géants qu'on voit vite fait dans le trailer, je vous dirai pas à quoi ils servent du coup dans le film, ils servent pas à grand chose, ils sont plus là pour le décor, mais les premières fois qu'on les voit arriver, ça fait vraiment, t'as l'impression d'être dans un rêve un peu étrange et avec le rythme assez lent qu'il y a dans le truc, tu peux bien profiter de l'aspect dérangeant, démesuré du géant qui est en train d'arriver devant, déstabilisant, etc. Enfin, il y a quelque chose qui vraiment passe extrêmement bien. Il y a plusieurs trucs comme ça un peu étranges au début qui te mettent dans une situation un peu flottante, un peu particulière. Le générique du début qui est en montage alterné entre les panneaux de texte où on voit du coup les différents crédits et ça revient toujours à un plan sur une petite cour avec une maison au loin et en fait la maison au loin est en train de cramer petit à petit. Et tu t'en rends presque pas compte qu'elle crame jusqu'à ce que le nuage de fumée devient absolument gigantesque, tu vois vraiment ça dans le coin de l'image, mais sinon ton regard était presque pas attiré vers le truc. Et du coup t'es comme ça quelque chose d'assez étrange, assez dérangeant, à la fois quelque chose de fixe, et en même temps une catastrophe qui est en train de se préparer à l'horizon, et pourtant les gens ne bougent pas, etc. Il n'y a pas de réaction. Ce qui colle un petit peu à l'idée du film, je veux dire, l'idée en principe au bout de sa quête, c'est qu'il aille se faire décapiter, et malgré tout, il semble y aller vaille que vaille, presque sans se rendre compte finalement d'à quel point c'est dangereux ce qui va se passer, et des risques qu'il est en train de prendre, etc. Donc du coup, il y a quelque chose qui est intéressant, ne serait-ce qu'avec ce premier petit jeu de montage. Il y a pareil un jeu de montage qui est intéressant, ou qui mélange le roi Arthur qui est en train de faire un discours à sa cour, où il explique que justement, ils s'ennuient et qu'ils demandent un défi, une histoire, un mythe, quelque chose à raconter. Et justement, quand il finit son truc, le Chevalier Vert arrive, et en fait, t'as tout un parallèle entre le discours qu'il est en train de faire, et à côté, le Chevalier Vert qui est en train d'être mis en place petit à petit, d'être préparé pour arriver ensuite dans la cour d'Arthur. Et du coup, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, il y a un côté doux, et en même temps, un clair danger qui est en train de se dessiner dans le montage, et je trouvais que du coup, c'était encore une fois vachement intéressant, que ça rend très très bien. Il y a de très très beaux plans zénithaux, justement pour retranscrire ce côté épée de Damoclès et danger qui plane au-dessus de toi. Et le plan est intéressant d'ailleurs parce qu'on filme un marais, et donc le marais reflète le ciel, donc t'as l'impression qu'il est en train de marcher sur le ciel, et le ciel c'est le domaine du divin, qui est vachement évoqué avec les couronnes en auréole de Arthur et tout le bordel, qui est un symbole qui était très très courant à l'époque. Beaucoup de gens parlent des Mayas et tout, je fais, mais le soleil ça a été un symbole de royauté un peu partout dans le monde. Il y a certains pays, certaines régions qui ont fait d'autres trucs, mais le soleil c'est généralement un symbole de puissance et de royauté, donc c'est pas particulièrement Maya comme design. Et d'ailleurs si vous regardez des artefacts mérovingiens, par exemple, de la période mérovingienne, ça semble taillé comme des trucs mayas, il y a des façons de faire des boucles et des visages, des machins, enfin c'est très bizarre comme art. T'as pas l'impression du tout que c'est notre art à nous, quoi, parce que une fois que le médiéval est arrivé, ça a vachement changé tout ça. Donc voilà, c'est vrai que tout ce côté divin, épée de Damoclès, etc., rend extrêmement bien. Il y a un côté très mystique qui est très bien travaillé, un côté naturel, un côté mélancolique, un côté posé. Enfin, j'ai beaucoup aimé moi ce que permettait de retranscrire ce rythme de montage. Notamment parce que les plans sont putain de magnifiques. Rien que le premier plan, tu débarques dans la salle du trône de Arthur, t'as la couronne qui est en train de flotter et de voler au milieu du truc, et qui petit à petit se pose sur la tête de Dev Patel, et genre dès que la couronne se pose sur lui, le mec prend feu.
Et la caméra continue quand même son avancée petit à petit. Donc t'as vraiment ce côté avancer tout droit vers un danger, vers une mort certaine ou des trucs dans ce genre-là. Enfin, il y a vraiment cette idée qui est mise en place dès le début. Mais alors ce plan dans cette salle principale avec la lumière qui débarque des petites meurtrières, le mouvement de la caméra qui est constant et qui avance, etc. Enfin, rien que la durée du plan qui est un plan séquence aussi. Rien que quand tu vois ce travail de la lumière, du décor et des costumes aussi, enfin tu te dis mais ça va être absolument dingue ce film quoi. Et vraiment les plans sont magnifiques, magnifiques. Tous les plans sur les paysages sont absolument sublimes. Tout est parfaitement cadré, tout est parfaitement composé dans l'image. Beaucoup de travail de lumière sublime, des lumières naturelles, beaucoup de lumières qui sont tamisées, des lumières qui vont avoir des teintes un peu dorées par exemple, ou jaunâtres, orangées plutôt. Notamment quand on se rapproche plus de la fin de l'aventure et de la chapelle verte où attend le chevalier vert. Justement, quand il arrive à la chapelle, je vous avais montré cette image, je vous avais dit, on dirait une illustration d'une nouvelle fantastique, justement, d'un roman fantastique. Cette image de Gauvin qui est en silhouette noire, avec les arbres en silhouette noire autour de lui, sur cette ouverture qui laisse arriver sur une forêt qui, elle, est éclairée de jaune. Ce contraste très bichrome entre jaune, noir et cette façon de cadrer le truc, etc. Enfin, les plans sont magnifiques, les plans sont sublimes dans ce film. Tous les plans sont magnifiques. T'as un plan qui est simplement en train de filmer Gauvin en train de dormir au fond d'un lit, les lits à baldaquin avec ces grands rideaux sur les côtés. Et t'as un plan qui doit être genre 4, 5, 6 mètres au-dessus du lit. Ils ont fabriqué un faux baldaquin qui est beaucoup plus long que ça, et du coup t'as un énorme cadre carré qui arrive sur les côtés, qui descend pile poil jusqu'à Gauvin, avec ces beaux draps bleus du coup qui attirent son regard avec les plis et tout le bordel. Enfin, ce plan il est sublime. Enfin vraiment, il était absolument magnifique ce plan. Au niveau des costumes, c'est aussi excellent. Le maquillage, la prothèse là, du chevalier vert, parfait, absolument parfait. La voix aussi du chevalier vert est excellente. Mais vraiment, sa prothèse avec son écorce partout, ses petites branches qui ressortent par-ci par-là, enfin le costume est absolument dingue. Et tous les costumes comme ça sont assez dingues, assez bien travaillés, assez bien cherchés. On a un travail de couleur assez intéressant autour de Gauvin, avec un mélange de jaune, de bleu et de vert, notamment une ceinture verte particulière qui est un artefact qui devrait le protéger normalement. Le vert est une couleur qui doit poser question. Justement, dans ce film, c'est intéressant, ça s'appelle le Chevalier Vert, mais toute la communication, c'est que des titres écrits en rouge ou en jaune. Le vert lui-même peut être remis en question, et notamment un moment où une dame d'une certaine cour, dans un certain château, demande « mais pourquoi vert ? Pourquoi le chevalier vert ? Qu'est-ce que ça évoque le vert en fait ?» Et c'est vrai qu'il y a plusieurs théories déjà qui sont pratiquées, notamment avec le récit de base de Sir Gauvin, on évoque notamment la nature, hein, c'est le premier truc auquel on pense, et c'est aussi pour ça probablement qu'ils l'ont fait en tant qu'arbre, homme-arbre, c'est qu'il y a l'évocation de la nature, et il y a toute une théorie qui est présentée dans le film vis-à-vis du pourrissement, qui est assez particulière. Le film a l'air d'avoir trouvé une thématique qui ne semble pas être celle qui sont habituellement placées sur le récit de Sir Gauvin, qui est plus généralement basée sur la question de l'honneur du coup d'un chevalier, et qui a une fin qui est très différente d'ailleurs de ce qui se passe dans le film. Donc il y a sans doute un sens au fait qu'il ait une cape jaune, une tenue bleue et puis une ceinture verte au milieu. Il y a quelque chose de particulier, sans doute de montrer qu'il est plus proche de son ennemi que ce qu'il pourrait imaginer par exemple, ou des trucs dans ce genre-là. J'en avais déjà parlé, mais le costume du roi je le trouve extraordinaire. Bon déjà la couronne déjà est extraordinaire, mais la cape me fait vachement penser du coup à ce fameux tableau dont je vous avais parlé de Klimt. C'est comment, Gustav Klimt? Oui, c'est ça, Gustav Klimt, qui peint du coup beaucoup avec ses motifs et ses trucs dorés et toute sa robe bleue avec ses différentes runes qui sont collées dessus, etc. Ça rappelle ce collage de petites feuilles dorées sur la robe d'un personnage. Donc je trouvais ça vachement sympa. Et par contre, je me suis tapé un délire sur la tenue de la reine, parce que grosso modo, la tenue de la reine, il y a plein, pareil, de petits motifs un peu partout qui sont collés dessus. Mais ça ressemble tellement à des pins. Et du coup, oh dis donc, il y a la reine des pins qui débarque à côté de Arthur. C'est parfois un petit peu rigolo du coup au niveau du costume à ce niveau-là. Mais sinon, grosso modo, c'est vrai que voilà, toutes les tenues sont absolument extraordinaires. En termes d'histoire, du coup, c'est un petit peu particulier parce que finalement, c'est très courant dans les récits de cette époque-là, mais on a du coup un parcours et chaque rencontre est une rencontre extrêmement différente, plus que un parcours du héros, une quête initiatique, un truc dans ce genre-là. C'est vraiment plein de personnages que tu rencontres et qui vont permettre de dire des choses un peu différentes par rapport aux personnages et généralement par rapport à l'histoire. Tout le film est découpé en chapitres, présenté par un écran de texte. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette pub? Je sais plus c'était pourquoi, c'était pour Euromillions, un truc dans ce genre-là, où il y avait du coup des millionnaires qui voulaient faire la révolte contre l'euro million, je sais pas trop quoi, et une réplique qui est restée culte pour beaucoup de gens, c'est « Je vous ai déjà dit que c'était pas lisible Gothique, Ulrich ». Je vous ai déjà dit que c'était pas lisible Gothique, Ulrich. Et
j'ai vu les titres arriver à un moment, j'ai fait, c'est pas lisible le gothique Ulrich. Il y a vraiment un truc, il y a un des chapitres, j'ai jamais pu lire le mot qui était écrit, il y avait genre The Tale of, et puis il y avait un truc qui était marqué en dessous, et genre le truc, j'ai jamais pu le décoder parce que j'ai rien compris au trait. C'est vraiment pas lisible le gothique, il y a vraiment un truc qui va pas du tout. Mais la plupart des écrans de texte, ça passe quand même. Je trouvais qu'il y avait un truc marrant avec le fait que quand on affiche le texte, il y a plusieurs types de polices différentes et de présentations qui s'enchaînent. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, je pense que l'une des raisons, c'est que le Green Knight lui-même, le récit de The Green Knight, en fait, il y en a plein de versions différentes, écrites par différents auteurs, etc. D'ailleurs, il y a un des personnages qu'on croise, une jeune femme qui est justement celle qui pose la question de la couleur verte, qui dit que justement, elle recueille énormément de contes et d'histoires et de livres, et que parfois, quand elle trouve qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, elle les améliore même elle-même. Et du coup, il y a un peu cette notion de... à l'époque, les livres étaient faits par des reproductions, généralement par des moines, mais parfois par des gens, des nobles par exemple, qui peuvent avoir appris à faire ça. Et beaucoup modifiaient les textes, soit pour les faire coller à leurs doctrines religieuses, soit parce qu'ils avaient envie de rajouter un truc, quoi. C'était plus l'époque du récit un peu propagé par téléphone arabe, quoi. C'est les anciens mythes et légendes qu'on se transmettait, qui étaient principalement faits oralement avant, et où on avait des conteurs qui racontaient chacun des histoires, et chacun mettait un petit peu du sien et de son sel dans certains récits. C'est pour ça qu'on a parfois des récits qui diffèrent selon certaines régions du monde, etc. Ou selon certaines versions qu'on arrive à trouver. Donc il y a quelque chose qui, à mon avis, est inspiré un peu de ça, avec le fait que justement donc ce personnage du film parle de cette question d'adaptation et de reproduction de texte et de transmission, etc. Je pense que dans ces multiples titres et polices de titres qu'il y avait au début, il y a cette notion que The Green Knight, ça va être un mélange de plein de différents récits, soit qui concernent directement The Green Knight, soit qui concernent Sir Gawain, qui lui-même a aussi plusieurs récits qui sont racontés dans les légendes arthuriennes. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs qui le présentent comme étant les meilleurs chevaliers au monde, et c'est moins le cas de cette histoire-là, vu que c'est son premier récit, justement, son premier fait d'armes. Mais du coup, tous ces petits scénarios, j'ai trouvé plutôt bien foutus. Je trouvais que du coup, ça ne durait pas trop longtemps, contrairement à ce que beaucoup ont l'air de croire. Ça s'imposait pas trop dans le récit, et au final, on passait assez facilement et rapidement à autre chose. Chacun, effectivement, prouve quelque chose. Donc il y a la gentillesse, je crois qu'il s'appelle ça, qui est l'un des premiers chapitres, qui montre à quel point justement il est un petit peu candide par rapport au monde qui l'entoure. Il y a au total 3 ou 4 récits, je crois, dans le truc. Certains qui semblent un peu moins liés à l'histoire principale que les autres, notamment une certaine dame à côté d'un lac. Je ne parle pas de la dame du lac, mais je parle d'une dame à côté d'un lac. Mais c'est quand même toujours un petit peu lié parce que, notamment, il va retrouver certains objets qu'il avait perdus en chemin à certains moments, et donc du coup, tu comprends que c'est à cause de ça. Je vous avoue que la partie qui m'a laissé le plus circonspect, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un gentilhomme, enfin un seigneur quelconque et sa fille, qui sont dans un château et qui l'héberge pour 3-4 jours. Je pensais qu'il y avait un truc notamment qui avait été rajouté pour le film, parce que ça me paraissait beaucoup trop moderne et woke et tout le bordel. C'est difficile d'en parler sans spoiler. Petite session spoiler rapide, parce que sinon je vais pas pouvoir traiter de ce truc. Voilà, ça sonne spoiler, passez si vous voulez, mais ce noble à un moment embrasse Dev Patel. Et je vous jure, quand la scène est arrivée, j'étais en mode what? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est quoi le truc? Donc le truc, c'est que ce mec part à la chasse et lui dit pendant les prochains jours, tout ce que je trouverai à la chasse, ce sera à vous, et tout ce que vous ferez dans la journée, ce sera à moi. Il abandonne donc Gawain avec sa fille dans le château, il revient, il lui ramène un porc ou je sais pas trop quoi, il lui offre ça en cadeau. Et en principe, dans l'histoire de base, dans le Green Knight, Gawain sait pas quoi lui offrir parce qu'il a rien foutu, à part rester au château toute la journée, à essayer de résister à l'idée de se taper sa fille. Au final, il l'a quand même embrassé, je crois. Et donc, dans l'histoire d'origine, dans le récit arthurien, Gawain embrasse ce seigneur, et donc trahit complètement qu'il vient de se taper sa fille, ou sa femme, ou même, je sais plus trop quoi, enfin, c'est une sa fille, mais pendant la journée, quoi, parce que le mec, il se dit, bah, où t'as chopé un bisou, si ce n'est avec ma fille, enfin, c'est un peu particulier. Et en fait, c'est bizarre, t'as presque l'impression, parce que c'est vraiment un baiser sur la bouche, quoi, peut-être même un baiser avec la langue, et t'as l'impression que ça a pas la même valeur chez eux, parce que, genre, ils l'embrassent 3 jours de suite, du coup, le Gawain, ou un truc genre là, enfin, c'est un peu particulier. Et le film le change d'une autre façon un peu étrange, avec Gawain qui dit bah finalement j'ai rien à vous donner, je suis désolé, et l'autre apparemment a compris ou sait que sa fille l'a charmé, et il le chope et il lui roule une grosse pelle. Et je vous jure que quand j'ai vu le truc, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on a changé le texte d'origine, etc. Et j'étais vachement surpris de comprendre dans le texte d'origine, c'était même encore plus homo-érotique en fait comme histoire. J'étais un peu paumé par cette scène là pour le coup, par rapport au message qu'il voulait transmettre, par rapport à certains trucs. Mais sortons de spoiler du coup. Grosso modo, ce que tu sors de tout ça, c'est qu'effectivement, on teste le seigneur Gawain, on teste son honneur, on teste sa parole, on teste sa bonté, on teste son honnêteté.
on teste un petit peu tout ce qui en principe faisait la noblesse d'un chevalier de l'époque, quoi. Mais étant donné justement toute la mélancolie et la froideur et tout ce qui entoure justement le rythme de ce film, je trouve que c'est assez intéressant de le traiter comme ça, qu'en fait. T'as l'impression que c'est un film, tu regardes la communication au niveau des bandes annonces ou au niveau des posters, t'as l'impression que c'est un film sur la gloire et l'honneur des chevaliers, et finalement tu regardes le récit lui-même, t'as plutôt l'impression que c'est une dénonciation ou une critique ou en tout cas un regard qui est pas particulièrement positif, qui juge tout ça. Et c'est assez particulier, c'est assez intéressant comme truc, sachant que de quoi parle le truc à la base, au niveau de la noblesse, des chevaliers, etc. Il y a quelque chose d'intéressant de voir comment est-ce qu'on l'a traité, comment est-ce qu'on l'a fait évoluer. Est-ce que j'ai autre chose du coup à dire? Oui, vite fait. Grosso modo, les effets spéciaux sont d'excellente qualité, mais genre je crois que les 2-3 premiers plans sur les géants notamment sont assez moches. Mais c'est aussi parce que les gens ont un look assez particulier qui est pas particulièrement photoréaliste, ou en tout cas ils essaient pas beaucoup de reproduire les humains, t'as vraiment l'impression que c'est une espèce différente, et c'est peut-être aussi ce qui aide pas, il y a un truc dans la texture de leur peau, ou dans les reliefs, etc., qui font que il y a un côté un petit peu toc, un petit peu fake sur certains de ces plans-là, mais c'est vraiment quasi les seuls plans où il y a un truc comme ça, et le reste du film c'est juste un spectacle visuel extraordinaire avec un rythme assez particulier. Donc, voilà pour ce qui est de la critique. C'est pas mon plus grand film. Ce serait difficile de dire mon film de l'année parce que c'est le premier film que je vois du coup de cette année. Mais même s'il était sorti par exemple dans mes films de l'année dernière, je sais pas. Je suis en train de faire mes top et flop en ce moment-là, donc je sais pas encore quel est mon classement final, mais je me pose la question de savoir est-ce qu'il aurait pu finir dedans ou pas. Avec une année généralement pas trop cool en cinéma, probablement qu'il aurait été aux alentours entre le 10 et le 5. Mais c'est pas non plus le film du siècle, mais j'étais tout à fait satisfait d'avoir vu le film, c'était une expérience visuelle extraordinaire, une expérience aussi sensorielle assez intéressante avec, encore une fois, ce travail du montage particulier, ce travail de la nature, ce travail de... etc. etc. Donc pour moi, il y a plutôt du bon à en tirer, et c'est extrêmement dommage qu'on ne puisse en profiter que sur Amazon Prime, et qu'on n'ait pas pu voir ça sur un bel écran, avec un bon son 5.1, parce que ça aurait mérité tout de même. Voilà, c'en est tout pour ce premier vlog de l'année sur The Green Knight, j'espère que ça vous aura plu, et puis on va se retrouver pour toutes les autres sorties de l'année, en tout cas celles sur lesquelles j'ai envie de faire un vlog. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films, ciao!